Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bonjour Pascal. Pascal Jamoul, tu es docteur en anthropologie, licenciée en lettres et assistante sociale. Tu es également chargée de cours, professeure et chercheuse des universités belges de Mons et de Louvain-la-Neuve. Tu as publié le livre « Je n'existais plus, les mondes de l'emprise et de la déprise ». Ce livre passionnant est le fruit d'une étude de 7 ans qui couvre différents champs sociaux, le couple et la sphère familiale, le soin et les thérapies New Age, le travail et les nouvelles formes de management néolibéral et l'économie souterraine avec l'emprise des microtrafics de drogue dans les quartiers populaires. Est-ce que c'est bien ça ? C'est bien ça. Je te propose qu'on essaye d'abord ensemble de comprendre ce qu'est l'emprise, puis d'aborder l'emprise dans le couple, les systèmes prédateurs, et enfin de parler de la déprise, puisque le but de ton travail, c'est aussi de donner des clés pour sortir de l'emprise. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'emprise et quelles en sont les étapes ? En fait, quand tu utilises les mots du terrain, des personnes qui ont été sous emprise, on va commencer par là, parce que c'est le plus sensible. Ils te disent « je n'existais plus ». Ça va, tu vois ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils avaient perdu leur faculté de penser par eux-mêmes, donc leur existence sociale, souvent, donc leur existence économique, donc parce que souvent l'emprise c'est un don tellement fort de soi qu'on donne tout de soi, y compris ou qu'on vous prend tout, donc y compris la dimension économique. Et puis c'est le corps aussi, donc le corps est donné au système abuseur, donc au système d'emprise. Que ce système soit du côté de la violence conjugale, qu'il soit du côté de la violence au travail, ou du côté de gourous malfaisants, ou de côté même des réseaux de l'économie souterraine qui peuvent mettre sous emprise des jeunes dans les quartiers. Et donc, tu as ces effets de dévitalisation, de dépersonnalisation, de perte progressive de ton propre corps, de ta vie sociale et de ta pensée, de ta parole même. Ta parole appartient à l'autre. Donc voilà, c'est une dimension qui est mentale, mais pas seulement. Après, les gens, ils parlent aussi, enfin moi j'aime bien leur vocabulaire de l'emboucanement. C'est un vocabulaire plus marseillais, c'est vrai, donc, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Donc c'est, parce que dans le mot emprise, tu vois pas vraiment s'il s'agit, si tu es l'abuseur, si tu es l'abusé, et les degrés de l'emprise. Tu vois, c'est un terme un peu fourre-tout comme ça, l'emprise. Donc, tandis qu'à Marseille, c'est très clair pour eux. Il y a ceux qui emboucanent, donc c'est ceux qui vont mettre en place un processus très, très progressif, donc qui passe par la désinformation, par la séduction d'abord, et puis bien sûr, une fois le masque va tomber peu à peu, et on va être dans des formes de disqualification, des formes de critiques de plus en plus acerbes, de violences qui commencent par être psychologiques et puis qui peuvent aboutir à un système de terreur avec une sorte de lavage de cerveau aussi très progressif. Donc, c'est ceux qui emboucanent, c'est ceux qui mettent en place ces processus qu'on comprend bien dans les régimes totalitaires. C'est les mêmes processus. Il y a ceux qui se font emboucaner. Donc, c'est ceux justement qui se font grignoter le cerveau, grignoter leur vie sociale, grignoter leurs pensées, leurs paroles, donc qui commencent tout doucement à être sous emprise. Et puis, il y a ceux qui sont emboucanés jusqu'à l'os. Donc, et ça, c'est ceux qui deviennent tout à fait dépendants du système qui les a servis. Donc, que ce système soit un individu, un abuseur, que ce système soit plus
plus global, par exemple, je sais pas, une entreprise qui va progressivement capturer toutes les parties de toi jusqu'à ce que tu n'existes plus, qui va progressivement asservir, quoi. Ou une secte, ou un réseau, hein. Donc progressivement, tu vas perdre tes valeurs et ta capacité de juger de ce que tu peux faire ou pas et devenir parfois tout à fait dépendant de ce réseau jusqu'à commettre des délits très importants et même parfois des rixes où tu peux perdre complètement tes valeurs humaines, quoi, hein. Donc, parce que tu deviens la gâchette du réseau qui t'a servi finalement, quoi. Donc, tu vois un petit peu. Donc, je trouve Ouais, qu'avec ouais. l'emboucanement, on voit plus clair, tu vois. Mmh. Donc, ceux qui emboucanent, ceux qui sont emboucanés, ceux qui sont emboucanés jusqu'à l'os. Et on voit que l'emprise est un dispositif totalitaire qui peut se reproduire, enfin, en tout cas, se construire partout où le pouvoir devient tout puissant. Donc, partout où tu n'as pas de contre-pouvoir. Tu vois, donc que ce soit dans le couple, si jamais tu n'as pas de contre-pouvoir dans le couple, que ce soit dans l'inceste d'ailleurs, hein, donc parce que souvent on voit des passerelles, parce que l'emprise a tendance à se répéter, hein, donc que ce soit dans le soin ou que ce soit, enfin, les dérives du soin, Mmh. ou que ce soit dans les autres sphères où justement le pouvoir peut devenir abusif. Oui, tu parles beaucoup de perte de soi. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre la domination et l'emprise? D'accord. Et donc, là, tu parles beaucoup de perte de soi. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre la domination et l'emprise? Parce qu'un système de domination, tu vois très bien ce qu'il en est. Tu veux t'en dégager. Un système d'emprise fonctionne avec le consentement contraint de la personne, hein. Donc, on connaît bien ces processus dans la violence conjugale avec les femmes qui s'enfuient et qui reviennent parce qu'elles sont devenues complètement dépendantes de l'abuseur, de la personne qui les a servies. On le voit également dans le travail, hein. Tu vois des gens j'ai travaillé avec des camionneurs qui étaient devenus de vrais assassins de la route parce qu'ils roulaient vraiment à des vitesses tout à fait déraisonnables, y compris dans les petites routes. Ils étaient plus attentifs non plus à la mécanique de leur camion. Ils étaient tellement pris dans le travail, dans les charges successives et progressives qui étaient les leurs, qu'ils faisaient même leurs papiers dans leur camion en roulant beaucoup trop vite, tu vois. Donc, et ça a mis du temps avant qu'ils réalisent dans quelle emprise ils étaient. Donc, on voit que c'est des dispositifs qui peuvent se reproduire dans les différents lieux. On pourrait même penser que plus la modernité met à mal, oui, ne protège plus des groupes de plus en plus importants de personnes, plus les dispositifs d'emprise vont se multiplier. Parce qu'on parle beaucoup de pervers narcissiques et machin, et chouette. Moi, je veux bien qu'il y ait des pervers narcissiques, c'est pas le problème. Moi, je suis pas psychologue, donc je vais pas juger de qui est pervers ou qui ne l'est pas. Mais ce qui est clair, c'est que je peux dire que l'emprise n'est pas seulement là, autour d'une personne, hein. Elle est là autour d'organisations multiples qui nous entourent quand nous avons perdu la possibilité de réfléchir à la domination, qu'on n'a même plus la possibilité d'y penser, tellement on est pris dedans, tellement on est désinformé et envahi par le système tyrannico-abuseur. Oui, c'est vraiment ce qui est intéressant dans ton travail, c'est de sortir de cette figure du pervers narcissique qui a été très médiatisée de manière assez mainstream. Dans ton ouvrage, les victimes qui témoignent font toute référence à une multiplicité de nœuds de l'emprise, que ce soit des traumatismes passés, des vulnérabilités issues de l'enfance comme tu l'évoquais, des relations familiales incestueuses, l'absence d'écoute, les abus qui se multiplient et la dépersonnalisation et l'objectification dont ces victimes font l'objet. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent ces nœuds et en quoi les identifier permet d'en sortir? Mm-hmm. C'est-à-dire que je te montre chaque fois comment ils se nouent et comment ils se dénouent dans la vie des gens.
Ça va? En sachant que comment ils se nouent, c'est souvent pareil, parce que les dispositifs d'emprise sont très pauvres. C'est toujours les mêmes, tu vois. Et par contre, les dispositifs de déprise sont parfois très riches. Enfin, les trajectoires de déprise sont chaque fois différentes, tu vois. Donc, elles sont très riches au contraire, hein. Donc, je vais être obligée pour t'expliquer ça, peut-être de réduire la réalité, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire quand on n'a pas beaucoup de temps. Donc, oui, voilà. Donc, je m'excuse déjà du manque de nuances. Ça va? Donc, les nœuds, ils se nouent ensemble, souvent. Donc, ici, je vais les parcourir de manière linéaire, mais en sachant qu'ils ne sont pas toujours là, tu vois, et qu'ils ne sont pas non plus toujours premiers. Parfois, ils font second, troisième, et puis ça se noue ensemble. Donc, tu dois penser à un système de nœuds, un système nodal, un système de nœuds qui se nouent ensemble, qui se dénouent ensemble. Donc, il y a les nouements et des dénouements. Tu vois, donc, les dénouements, c'est la déprise. Et la façon dont ça va se nouer doucement, très lentement, souvent, c'est l'emprise. Alors, tu as déjà effectivement des terreaux, hein, ce dont tu as parlé, les questions traumatiques, des personnes qui sont élevées, qui sont éduquées pour autrui et pas pour elles, donc leur subjectivité n'a pas pu se déployer. Tu vois, elles sont l'objet finalement de l'angoisse de la mère ou du père. Elles n'ont pas pu déployer leur subjectivité. Donc, elles n'ont pas le droit d'être je. Tu vois, elles sont l'objet de l'autre. Ça, c'est clairement des dimensions, je dirais, plus psychosociales, d'accord ? Mais tu as aussi les systèmes de domination classiques qui vont être des terreaux pour l'emprise. Par exemple, les dominations de genre. Par exemple, tu vois, dans le couple, c'est pratiquement que des femmes que j'ai rencontrées qui avaient été sous emprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes, mais elles sont clairement plus nombreuses. Pourquoi ? Parce que le genre, l'ordre du genre, va fabriquer des féminités plus soumises. Donc qui vont être marquées par les mythes du prince charmant. On doit se donner tout entière à l'homme aimé, etc. Walt Disney, enfin tout ce qui va avec, hein. Donc c'est ce don de soi total dans lequel on pense la féminité, hein. Donc en tout cas en Europe encore toujours, hein. Donc alors tu peux, par exemple, les hommes sera plus l'emprise du travail. Parce qu'ils sont genrés aussi du côté de la réussite professionnelle obligatoire. Là. Tu sais, cette espèce de pression à une masculinité qui réussit socialement, etc. Donc, tu vois que le genre construit l'emprise. Mais pas que le genre. Donc, les dominations de genre construisent l'emprise. Mais aussi, tu vois, les dominations spatiales, socio-spatiales. Tu vois, par exemple, qu'à partir du moment où tu mets au banc des cités sociales, où tu mets les habitants de ces cités au banc de la réussite sociale, eh ben, oui, bien sûr qu'ils vont aller ils vont aller chercher le respect, à se faire respecter dans d'autres champs. Ils vont être vulnérables aux réseaux mafieux parce qu'ils font partie du décor. Tu as aussi les dominations raciales qui sont quand même très présentes, quoi, hein. Par exemple, je ne sais pas si tu as des femmes qui sont en irrégularité de séjour, ben, tu vas voir que par exemple, dans les situations de regroupement familial où elles ont peu de contre-pouvoir parce qu'elles attendent les papiers, tu vas voir la violence s'exacerber, hein. Donc, le rapport. Donc, tu vois que tous les rapports de genre, de classe, de race, hein, donc, qui vont invalider les personnes, peuvent être des terreaux pour l'emprise. C'est pas parce qu'il y a ça qu'il y aura emprise, hein. Donc, et la déprise, ça se passe comment ? Ben, c'est simplement imaginer d'autres vies, tu vois, donc que celles qu'on croit déjà juste bon pour soi. Donc, il y a ce côté-là. Alors, tu as déjà un premier nœud qui peut se nouer. Après, tu as une mauvaise rencontre. Tu vois, donc tu peux tomber sur un individu qui a beaucoup de charisme, mais qui peut avoir quand même un appétit de destruction, de dévoration qui est très clair, qui va apparaître. La même chose, tu peux avoir une société pour qui tu travailles, où il s'avère progressivement qu'elle est aussi dévoratrice, hein, donc, et qu'elle va laisser de toi pas grand-chose une fois qu'elle t'aura dévoré, quoi, hein. Donc, et la même chose pour tous les lieux où le pouvoir peut devenir tout puissant.
tu peux tomber sur un psy complètement qui va utiliser le transfert de façon à t'écraser complètement, quoi, hein. Donc, c'est ce que j'ai vu dans les récits. Donc, de même, tu peux tomber sur des gens qui sont pas du tout comme ça. Donc, il y a la mauvaise rencontre qui est là et qui va participer, effectivement, qui va être un second nœud. Mais c'est pas parce que tu as une vulnérabilité, à des vulnérabilités ou un terreau, et c'est pas parce que tu fais une mauvaise rencontre qu'il y aura de l'emprise. Pour qu'il y ait de l'emprise, il faut que le système ou la personne, l'abuseur, puisse manier tous les mécanismes de l'emprise dont on parlait tout à l'heure, tu vois, donc, et le fasse très, très progressivement pour que tu ne vois pas les choses s'installer, hein. Donc, ce discrédit, cet isolement, le fait de casser toutes les relations en interne, qu'il n'y ait plus qu'une seule appartenance, qui soit celui du dispositif ou de la personne qui abuse. Et puis la violence qui va s'inscrire très progressivement et où tu vas anéantir ta subjectivité, tout simplement pour survivre. Et donc tu ne vas plus exister simplement pour réduire ta surface vivante, pour survivre, comme je te disais. Mais encore, tu sais, tu peux avoir déjà ces 3 nœuds, mais c'est pas pour autant que tu auras de l'emprise. Parce que, en fait, tu vas avoir une petite lumière rouge à un moment et tu vas fuir. Tu vois, donc, pour que tu y aies de l'emprise, il faut un 4e nœud. Donc, il faut que la dépendance affective et que le silence s'installe. Il faut que tu n'aies plus de paroles propres. Tu vois, que tu puisses plus parler, hein, donc, tu puisses même plus penser et que tu aies subi ce lavage de cerveau jusqu'à ce que tes pensées deviennent les pensées de l'autre, finalement. Enfin, c'est les pensées de l'autre qui deviennent tes pensées plutôt, hein, donc, et encore, tu peux avoir ces 4 nœuds, hein, donc, mais à un moment avoir un sursaut parce que tu es quand même un citoyen, une citoyenne, et tu as quand même un entourage, et le jour où tu vas avoir un éclair de lucidité, tu vas trouver recours. Donc, il te faut un nœud suivant pour y rester, tu vois. C'est quand tu n'as plus de recours, hein, quand tu es hors des droits citoyens ou que tout le monde est dans le mutisme et l'aveuglement par rapport à ce que tu vis, hein, donc, et qu'il n'y a personne qui va jouer tiers dans cette histoire, que personne ne va pouvoir te faire justice ou t'éclairer, quoi. Et le dernier nœud, après je parle des dénouements, le dernier nœud, c'est celui qui fait le plus souffrir les gens, c'est que quand tu as été sous emprise et que tu t'en sors, il y a un moment très délicat, qui est un moment où tu es vide. Un peu comme les gens qui sortent des drogues, tu sais, il y a un moment très délicat. C'est ce moment où il y a, où il y a plus, ils n'ont plus de vie, tu vois. Tout leur revient, toute la honte d'avoir été abusé, d'avoir été maltraité, parfois d'avoir maltraité des gens, parce que sous emprise, il y a des femmes qui ne protègent plus leurs enfants, par exemple, hein. Sous emprise, tu as des gens qui maltraitent les subordonnés ou qui dénoncent leurs collègues, tu vois. Donc, ces éléments-là, c'est quand même très difficile le moment où tu t'en sors, tout te revient, tu vois. Donc, et tu es désespérément vide parce que ta subjectivité n'est pas encore revenue, parce que tu n'as pas encore de place sociale non plus, hein. Donc, et ta parole, elle arrive difficilement. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui retombent dans une autre emprise, qui se donnent tout entier à une seconde emprise, tu vois, qui remettent le couvert, quoi, qui cherchent un nouveau maître ou une nouvelle maîtresse, hein, donc, et donc c'est la répétition qui s'installe parce qu'il est impossible de survivre à ce moment de vide, hein, donc, et alors la répétition, donc c'est un terreau, donc tu rencontres un et hop, ça tourne cette histoire, donc. Alors, ce qui fait qu'on se déprend, donc ce qui fait les dénouements des nœuds, tu vois comment les nœuds, c'est se dénouent chaque fois à des endroits différents, quoi. Je te disais, pour dénouer le terreau de vulnérabilité, il faut déjà pouvoir rêver. Parce que dans l'emprise, ton imaginaire est dévasté. Tu vois, tu n'as plus de fort intérieur, tu n'arrives même plus à rêver. Donc, et donc, c'est de la capacité, l'imaginaire, des fragments d'imaginaire qui reviennent. Tu vois, donc, où tu peux recommencer à imaginer une autre vie, à récupérer un tout petit peu de fort intérieur, des pensées propres, tu vois. Donc, oui, c'est des petits fragments, mais
qui vont, oui, qui vont t'aider à sortir de là, à recommencer à penser, ne fût-ce que à ta façon et ne fût-ce que par fragments, quoi. Hein. Donc, et puis, ben oui, les gens, ils se disent qu'ils se sont réveillés. Hein, donc, ils ont recommencé à imaginer une autre vie. Puis, il y a le réveil. Et le réveil, c'est le moment où tu commences à voir qui est ton tyran. Que ce que tu as aimé tellement passionnément, que ce soit le réseau, l'entreprise, le psy, l'homme, le père, sont des tyrans. Tu vois, donc, et c'est élucidé très progressivement. Oui, c'est cette dévoration qui se construit et les mécanismes même de l'emprise, commencer à les élucider, commencer à voir clair, tu vois. Donc, c'est un travail, c'est comme si ta pensée se remettait en mouvement. Au début, par tout petits bouts, hein, par tout petits fragments, mais c'est ça qui défait les nœuds de la mécanique de l'emprise. Et puis, il y a bien sûr le fait de se mettre à parler. Tu vois, parce que l'emprise suppose, pour pouvoir continuer à s'exercer, comme tous les systèmes de terreur, l'emprise a besoin du silence. Hein, donc, et là, quand tu prends la parole, quand tu te remets à parler, tu sors tout doucement de la dépendance affective, puisque déjà tu as le langage, hein, tu as la possibilité de faire des narrations. Parce qu'avant, quand tu es sous emprise, les gens ils racontent, c'est comme si tu as un puzzle, tu le jettes par terre, tu vois, avec des milliers de pièces. Hein, donc tu sais plus raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. C'est pour ça que les femmes, quand elles vont, par exemple, à la police en expliquant qu'elles subissent de la violence, mais elles ne savent pas raconter, elles n'ont plus de... C'est comme si le langage lui-même, comme si tes mots à toi avaient disparu. Tu vois, comme s'il n'était plus capable de raconter, tellement tu es dans l'angoisse de est-ce que c'est vrai, je suis pas sûre que c'est vrai, mais non, c'est pas vrai ce que je raconte, mais non, finalement, c'était pas une baffe, mais non, finalement, il m'a juste bousculé, mais non, finalement, on n'est quand même rien que des femmes, non, mais finalement, je le méritais. Tu vois, des choses comme ça qui te reviennent et qui t'empêchent de construire vraiment une argumentation. Donc, reprendre la parole, retrouver des mots, retrouver des gens à qui parler, que ce soit par l'écriture, que ce soit par les mots, par l'explicitation, c'est essentiel. Et puis aussi, il faut que tu trouves des recours. Si t'as personne qui t'héberge, si t'as pas de droit de citoyen, si t'as personne qui te dit mais oui, mais la Convention d'Istanbul, donc même si vous avez pas de papier, vous allez être protégé, tu vois. Donc si la mère dit mais non, tu te fais des idées, si personne ne veut voir, si tout le monde reste muet, si le médecin dit ah non mais il faut qu'il se taise, hein, parce que sinon votre famille elle va aller en lambeaux, tu vois. Donc cet élément-là, trouver des recours, c'est essentiel. Et pour pouvoir sortir de la répétition, il n'y a pas 36 000 façons. Hein. Il faut que les gens ils se recréent une place. Il faut qu'ils refassent des études, tu vois, c'est long et c'est progressif, mais il faut qu'ils se recréent des cercles protecteurs. Il faut qu'ils puissent faire de leur expérience un savoir qui leur sert, tu vois. Un carburant pour faire des choses, pour réussir, je sais pas, pour se battre collectivement auprès d'autres, pour faire de la recherche, pour faire... oui, c'est les défis qu'ils font et la réussite de ces défis. Et ça prend beaucoup de temps, parce que les gens restent sous emprise parfois des années. Et donc, ça prend beaucoup de temps de se reconstruire une subjectivité, une personnalité qui tient des cercles autour de toi. Et aussi, toute cette énergie qui est liée à la souffrance que tu as vécue. Il faut qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse aller quelque part, qu'elle puisse en aider d'autres ou t'aider toi à réaliser les défis que tu te mets, quoi. Donc voilà un peu tu vois là où ça se noue, mais ça se dénoue chaque fois différemment, je te dis. Hein. Donc c'est comment les personnes se réveillent, comment elles élucident les choses, tous les petits fragments, toutes les petites braises qu'elles couvent quand même dans l'emprise, tu vois, qu'elles arrivent à revivifier. Hein, donc, il y en a que c'est par le corps, parce qu'elles rencontrent quelqu'un d'autre, et c'est le corps qui se réveille avant la tête. C'est vraiment chacun ou chacune
qui a des trajectoires différentes, des expériences de vie différentes. Mais ce qui est sûr, c'est les gens qui ont pu se déprendre. Ils sont plus les mêmes, tu vois. C'est des gens qui ont une forte personnalité et qui sont très conscients des rapports de pouvoir, qu'ils les voient arriver. Donc, je pense que c'est plutôt des sujets rebelles, tu vois, que des sujets soumis, des gens qui sont sortis de l'emprise. Merci beaucoup. Je vais te poser une dernière question. Comme notre émission, elle parle spécifiquement des violences dans le couple, est-ce qu'il y a des spécificités dans l'emprise au sein d'un couple et aussi dans l'emprise au sein d'un couple entre des personnes lesbiennes, bi-trans, c'est-à-dire au sein d'un couple sans mec cis? J'ai pas travaillé spécifiquement avec des couples LGBTQI, mais j'imagine que ça doit être exactement les mêmes mécanismes. Tu vois, donc, parce que les femmes entre elles peuvent aussi avoir les femmes LGBTQI lesbiennes peuvent avoir des vulnérabilités qui sont liées, par exemple, à un coming out houleux, liées au discrédit social qu'elles ont dû combattre, tu vois, donc il y a une sensibilité particulière à l'injustice, tu vois, parce que beaucoup de femmes, beaucoup de femmes sont dans le care, tu vois, elles veulent soigner la violence d'autrui, hein, donc en pensant que ça va, en comprenant bien ce qui a construit cette violence, je dirais la biographie de ces violences, et en pensant qu'elles vont pouvoir arriver à changer l'autre. Donc, toutes les femmes subissent l'ordre du genre, quelle que soit leur orientation sexuelle. Oui, donc, ça, je pense qu'il n'y a pas de grande différence. Peut-être une vulnérabilité spéciale liée, je te dis, c'est quand même pas si simple, même si ça l'est beaucoup plus facilement aujourd'hui. C'est quand même pas simple de faire son coming out, tu vois. Même si les amis soutiennent, la famille soutient pas toujours, hein, donc tout ça, les gens qu'on aime soutiennent pas toujours. Donc ce côté-là, oui, ça doit être une vulnérabilité particulière. Et puis tu peux aussi avoir des femmes qui s'identifient à l'agresseur, qui ont subi tellement de violence qu'elles-mêmes. Donc ça, je crois que c'est oui. Donc pour les couples, je dirais. Oui, je dirais, les personnalités atypiques. Ouais, donc, simplement parce qu'elles sont atypiques, parce qu'elles ont quelque chose de spécial, quoi, tu vois, qui n'est pas dans l'ordre habituel du genre. J'imagine qu'il y a peut-être une exposition particulière, quoi. Donc, on sait aussi quand même, mais tu connais ça mieux que moi, hein, que l'automédication par les psychotropes est quand même un truc qui est fort appréhendé dans toutes les couches de la société, mais encore plus là où tu as une sensibilité particulière que tu dois commencer à soigner. Hein, donc, oui, et donc peut-être là aussi il y a une fragilité. Je ne sais pas. Tu sais, franchement, comme ça, théoriquement, je ne vois pas une exposition spécifique à l'emprise, autre peut-être que de la maltraitance qui a été subie avant l'emprise et qui te fragilise. Je ne vois que ça. Hein, donc, sinon, dans le couple, qu'est-ce qui fait que ça peut tourner mal dans un couple, quoi, oui, il y a quand même la personnalité très particulière du tyran. Hein, donc, oui, cette situation comme ça où t'as quand même des gens qui sont, en tout cas moi j'ai pas directement enquêté auprès d'eux, hein, donc j'ai enquêté auprès de personnes qui ont été sous emprise, et elles n'ont plus du tout envie d'ailleurs de parler de leur abuseur en général, quoi, parce qu'elles en sont sorties, donc pourquoi elles en parleraient? Elles ont pendant tellement d'années voulu le soigner, tu vois, donc ici ça suffit, quoi, tu vois, donc mais ce qui est assez clair, c'est qu'il y a des personnes qui tuent ceux qu'elles aiment, qui ont besoin de massacrer, de tuer vraiment, de posséder littéralement l'autre. Hein, donc, jusqu'à ce que mort s'en suive d'ailleurs. Hein, donc, mort psychique ou mort physique. Hein, donc, il y a cet absolu besoin de domination
Qui fait que d'ailleurs, il y a des gens, quand ils ont perdu leur soumise de province, en quelque sorte, ils deviennent dingues, mais vraiment dingues, hein, ils peuvent pas le supporter, hein, donc peut-être il y a ces personnalités particulières dans les couples, mais ils existent aussi au niveau des gourous, hein. Ils existent aussi au niveau des têtes de réseau, ils existent aussi dans l'économique et dans le travail, ça c'est sûr qu'il y en a, hein, donc mais disons que oui, ça existe, c'est pas nécessairement des gens qui sont dogmatiques, tu vois? Dans le couple. C'est plus cette question, je pense, de la dévoration, du vampirisme en quelque sorte, de la personne qu'on aime, hein, donc de confondre, l'amour et la dévoration et par rapport aux femmes, qui sont sous emprise, heu, moi je crois il y a ce conditionnement aussi, hein, de salvateur, de femmes qui veulent sauver, qui s'aperçoivent assez vite, tu vois? Donc hem, de ce goût particulier, de ce besoin, de déporter sur l'être aimé, une violence énorme, et un besoin de posséder, un besoin de sécuriser le lien d'attachement par la possession, hein, donc et par la violence, hein, donc elles perçoivent ça assez vite, mais elles peuvent pas s'en dégager. Parce qu'elles ont parfois une image d'elles qui est très mise à mal. Donc elles ne voient pas, elles ne voient pas le discrédit progressif, tu vois. Elles n'arrivent pas à se défendre de cela parce qu'elles ont une image d'elles-mêmes qui peut être très délabrée aussi. Donc ces questions-là sont là. Parfois, elles pensent aussi qu'elles méritent ce qui leur arrive. Hein, donc, et ça, c'est un peu le post-trauma, hein, tu vois, de répéter ce qui t'a brisé. Hein, donc, parfois, il y a ce côté-là aussi. Donc, c'est pour ça que je regarde qu'est-ce qu'il y a de spécifique. Sinon, je crois quand même que la mécanique de l'emprise peut briser les plus fortes. Hein, parce que mes interlocutrices, je te jure, il y en avait qui avaient fait des hautes études, tu l'as lu, hein, qu'on aurait dit blindées par rapport à un phénomène d'emprise, par rapport au pouvoir. Et qui pourtant ont été engrainés, quoi, finalement, par la violence d'autrui et le besoin d'autrui d'écraser, quoi, d'anéantir l'objet d'amour. Hein, donc, c'est quand même, ça fait réfléchir, quoi, cet aspect-là. Et puis, il y a les autres aussi. Il y a la société elle-même, qui a quand même un regard sur le couple, et sur les femmes en particulier, qui va légitimer parfois la violence, la domination, l'emprise, au nom de l'ordre du genre, ou du patriarcat, ou de la famille, ou de l'idéal du couple chez des gens par exemple des LGBTQI, qui pourraient se retrouver en situation enfin, mettre leur idéal là-dedans. Tu vois, donc, mettre tout leur idéal là-dedans. Mais je ne connais pas, tu connais sûrement mieux que moi cette situation. Mais je ne les vois pas comme différentes. Hein, donc, je ne les vois pas vraiment comme différentes. Et les recours que les femmes font à la justice ou à l'entourage, ça ne marche pas terrible. Hein. Encore, je ne sais pas si tu as vu le dernier rapport de la Civis, là, en France. 0,9% de femmes qui ont subi inceste ou violence aboutissent à une action en justice. 0,9%. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, je l'ai vu aussi pendant le confinement. Pendant le confinement, les associations ont reçu 30% d'appels en plus, de situations dramatiques. Mais en termes de plaintes, ça n'a pas bougé. Donc, c'est comme si les femmes sentaient, c'est pour la violence conjugale dont je parle, hein, c'est comme si les femmes sentaient qu'elles seraient mieux écoutées dans les associations qui connaissent mieux les phénomènes d'emprise qu'à la police, qui ne les connaissent pas, et où elles se seraient senties vraiment en danger. Hein, donc, la réaction policière les aurait mis encore plus en danger. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être la spécificité. Il y a aussi une culture du viol qui est très clairement là. Hein, donc,
une construction de la femme qui légitimerait la violence qui lui est faite parce qu'une femme doit être serrée. Et que si elle n'est pas serrée, elle est dangereuse. Donc, c'est encore des mythes, oui, et des rapports de pouvoir qui sont légitimés dans le social. Voilà peut-être la particularité. Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.